Bonsoir à tous et à toutes. Comme on a l'habitude de le faire, aujourd'hui, on va réfléchir autour d'un sujet depuis bac 2013 qui est relativement lié à un thème dans le programme de philosophie au Sénégal. Plus précisément, on va parler de l'esthétique, de la réflexion philosophique sur l'art. Alors, nous avons comme sujet aujourd'hui un sujet de bac 2013 qui nous dit que tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Donc, pour essayer de comprendre ce sujet, ce que l'élève doit faire face à un sujet de dissertation, c'est ce qu'on appelle l'analyse conceptuelle. C'est-à-dire de revenir sur les concepts tels que le concept artiste, le concept créateur, le concept imiter, le verbe imiter, et on va parler du concept concernant le réel. D'abord, qu'est-ce qu'un artiste? Sur la conception de l'artiste, on peut évoquer la définition du penseur André Lalande. André Lalande, André Lalande avait défini l'art ainsi: toute production, l'art est toute production de la beauté, de la beauté, toute production de la beauté, toute production de la beauté par les œuvres d'un être, d'un être conscient. André Lalande définit l'art comme toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. C'est-à-dire que l'art est une activité, c'est-à-dire que l'art est une activité humaine, que l'art est une activité exclusivement humaine. Ça veut dire que l'art est une activité exclusivement humaine. C'est dire tout simplement que ni la toile d'araignée, ni le beau spectacle que nous offre le coucher du soleil, ni la fleur ne peuvent être qualifiés comme étant une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que dans la définition d'André Lalande, on peut retenir ces concepts-là, le concept beauté et le concept conscient. Il renvoie à quoi? L'art est une production de l'homme étant un sujet conscient, mais qui reflète le beau. Donc, dans la définition de l'artiste, on va définir l'artiste comme étant celui qui est à l'œuvre d'une production d'une belle chose, c'est-à-dire qu'il peut le faire de manière différente. On va voir que donc dans la conception de l'artiste, on va dire que celui qui a une technique permettant d'aboutir à un résultat. On peut définir l'artiste ainsi. Là, c'est la conception classique de l'art comme étant une certaine habileté. L'art est toute technique permettant d'aboutir à un résultat. Et d'ailleurs, nous allons voir ça dans une explication beaucoup plus claire parce qu'il y aura ce qu'on appelle un problème générationnel sur la définition de l'art, sur la posture de l'artiste. Donc, pour une génération beaucoup plus ancienne, l'art est une imitation et que l'artiste est celui qui copie avec une certaine habileté, avec une certaine technique, fidèlement à la nature. D'autres pensent que l'art est une création, l'artiste est un créateur. Et dans cette perspective, on va définir l'artiste comme étant celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant n'existe pas.
Donc, dans cette définition d'André Lalande, on comprend que l'art est une activité humaine qui est propre à l'homme, mais qui vise le beau. Mais il y a ce qu'on appelle, comme je l'ai dit tantôt, un problème, un conflit générationnel. La perception de l'art n'a pas été toujours, n'est-ce pas, sur une même ligne droite, sur une même droite ligne. Il y a un groupe de penseurs de l'Antiquité qui percevaient l'art d'une manière, et un autre groupe de penseurs contemporains qui considèrent l'art d'une autre manière. C'est pourquoi, pour définir l'art, il nous faudrait, ou pour définir l'artiste, il nous faudrait d'abord connaître ces problèmes-là. On va parler d'abord de la perception ancienne. La perception ancienne de l'art, autrement dit, la perception classique. Comment l'art était perçu par les gens de l'Antiquité. Alors, les gens de l'Antiquité pensaient que, comme je l'ai dit, l'art est technique, est toute technique permettant, est toute technique permettant d'aboutir à un résultat. Et alors, l'art était une habileté, un savoir-faire. C'est la raison pour laquelle, dans la conception classique, on considère l'art comme une certaine imitation. Ce que nous allons voir. On considère l'art comme une certaine imitation ou mimésis, une certaine imitation de la nature. Et que le meilleur des artistes, c'est celui qui est capable d'imiter la nature. C'est celui qui est capable tout simplement de copier fidèlement la nature. Là, c'était la perception classique de l'art. Maintenant, on va aborder la perception moderne de l'art. Et dans la perception moderne de l'art, dans la perception moderne de l'art, l'artiste ne sera pas celui qui a simplement une certaine technique, une certaine habileté, un certain savoir-faire pour aboutir à un résultat comme celui qui copie fidèlement la nature et que la meilleure des productions artistiques dans l'Antiquité, c'était celle qui tout simplement reflétait mieux la nature. Mais la perception moderne de l'art fait de l'art tout simplement, fait de l'art une activité, fait de l'art une activité capable de recréer la nature. Autrement dit, donc, dans la perception moderne de l'art et artiste, celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant n'existe pas. C'est-à-dire celui qui est capable, de par son esprit imaginatif, de par son esprit créatif, d'apporter une chose nouvelle, une chose tout simplement qui n'existait pas dans le passé. C'est de par ces deux perceptions anciennes et perceptions modernes de l'art que nous allons nous baser pour tout simplement essayer de définir l'artiste. Parce qu'on définit l'artiste et la définition de l'artiste varie d'une perception à une autre. C'est pourquoi, dans ce sens, dans la perception moderne, l'art est très loin d'être une imitation, mais une création. C'est que l'artiste est un créateur. C'est pourquoi ici, donc, quand on veut définir l'artiste, on va définir à deux niveaux. Celui qui a une technique permettant d'aboutir à un résultat. Mais également, l'artiste est celui qui est capable de de faire advenir ce qui auparavant n'existait pas. Ce qui auparavant n'existait pas. L'artiste est celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant n'existait pas. Donc, pour la perception de l'artiste, pour la définition de l'artiste, on a deux sens. D'abord, d'emblée, dans la perception ancienne, l'artiste est celui qui a une technique permettant d'aboutir à un résultat. Donc, il suffit de copier. L'artiste est un imitateur. Mais dans la perception moderne, on a dit que l'artiste est celui qui dépasse tout simplement les limites de la nature, celui qui est au-delà de la nature, capable de recréer la nature. Dès lors, la perception moderne fait de l'artiste un créateur. Tel est un problème dans le domaine de l'art. C'est la raison pour laquelle le mot créateur va renvoyer à celui
celui qui apporte sa touche personnelle dans l'art. Un créateur, c'est celui qui apporte sa touche personnelle. Alors, un créateur, c'est celui qui apporte sa touche personnelle. Alors, un imitateur, c'est celui qui reproduit la nature. Celui qui reproduit la nature. Et le réel renvoie à la nature ou à l'environnement, au milieu. Donc, de par cette analyse conceptuelle, on comprendra que l'artiste se définit à deux sens. Dans une perception ancienne, l'artiste est celui qui a une technique, un savoir-faire, une certaine habileté, n'est-ce pas, permettant d'aboutir à un résultat. Dans la perception moderne, l'artiste est celui qui est capable de recréer la nature, capable de faire advenir, de faire exister ce qui n'a jamais existé. Alors, un imitateur, donc, c'est celui qui reproduit la nature. Donc, par ces concepts, on peut maintenant essayer de revoir les dires de l'auteur. L'auteur nous dit que tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Donc, on peut facilement faire la reformulation. On peut faire la reformulation du sujet quand on comprend les termes. Il dit que un artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Donc, ça veut dire, de par ces mots, on garde toujours le mot artiste. L'artiste, 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 de par son esprit imaginatif, l'artiste, de par son esprit imaginatif, ne peut faire autre chose que créer. Ne peut faire autre chose que créer, même si son ambition était de reproduire la nature. C'est pour dire en un mot, on peut le dire en un mot, que l'artiste est un créateur. C'est ce que le sujet nous dit. Donc, on peut dire que l'artiste est un créateur. C'est ce que l'auteur veut défendre, que l'artiste est un créateur, même si son objectif était d'imiter. D'accord. Maintenant, on a fait 25 minutes d'explication sur les concepts de l'art qui concernent l'artiste, un créateur, un imitateur du réel, n'est-ce pas? On a différencié la perception moderne de l'art de la perception ancienne et classique. Maintenant, on va ouvrir le micro pour 10 minutes, alors dans lesquelles vous allez poser des questions. Mais des questions, s'il vous plaît, qui concernent uniquement cette pratique qu'on a à traiter, c'est-à-dire sur l'élucidation conceptuelle, sur le concept artiste, le concept créateur, le verbe imiter et le mot réel. D'accord. S'il vous plaît, dans 10 minutes, on règle ce problème. Khadija, oui, Khadija, il faut Bon, ouvrir le micro. Oui, bonsoir. monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner des auteurs qui ont défendu l'art pour imitation et l'art pour création? D'accord. On va en venir. Lorsque nous allons traiter le sujet, parce que dans la thèse, on va défendre que l'art est une création. Et parmi ces auteurs, on peut citer Aristote. Aristote a critiqué son maître Platon. Aristote dit que l'artiste est condamné à créer, il ne peut faire autre chose que créer. L'art est une création et que l'art nous libère, nous permet tout simplement de réaliser des choses, d'achever des choses que la nature était incapable de réaliser. On peut également prendre l'exemple de Pablo Picasso dans la Guernica, qui avait repris l'image de la guerre civile espagnole. L'image de la guerre était horrible et dégoûtante, mais l'artiste est capable de transformer de la laideur en une belle chose. Donc, les images qui étaient horribles, dégoûtantes, qui ne plaisaient pas à la contemplation esthétique, Picasso a pu les transformer. On peut également prendre l'exemple d'Emmanuel Kant. On va le voir, Kant nous dit que l'art n'est pas une représentation d'une belle chose, mais une belle représentation d'une chose. Ça veut dire que quand l'artiste reprend une chose, il ne doit pas se limiter à reprendre la chose telle qu'elle est, mais il doit être en mesure de rendre la chose beaucoup plus belle qu'elle l'était. On peut prendre pas mal d'exemples sur les auteurs qui disent que l'art est une création. Même sur l'imitation, on peut prendre le peintre allemand Albert Dürer qui nous dit que
plus ton œuvre se conforme à la nature, mais c'est là. On peut prendre l'exemple de Zeuxis sur les raisins. Venir sur ça, Zeuxis avait fait la peinture des raisins sur un tableau, mais ces raisins avaient une ressemblance si particulière avec de vrais raisins, même jusqu'à tromper les pigeons. Même les pigeons s'y trompaient, n'est-ce pas? Et venaient picorer le tableau. Ça veut dire que là, c'était un degré d'imitation assez élevé. Platon également, dans la théorie de la réminiscence, nous a fait comprendre que l'homme vivait dans un monde intelligible et que le monde sensible n'est qu'une copie du monde intelligible. Dès lors, quand l'artiste reprend, il ne fait que reprendre les choses du monde intelligible. Dès lors, l'art est une copie, c'est une imitation. L'artiste ne peut faire que copier. Et il le donne à travers l'exemple des lits, sur le lit de Dieu, lit de Monisé, lit qui a été représenté par l'artiste peintre sur un tableau. On peut voir également dans l'autre côté qui dit que l'artiste doit dépasser les limites de la nature. Il doit être au-delà de la nature. Et la nature est inimitable selon Hegel. Vouloir imiter la nature, c'est vouloir égaler un ver de terre à un éléphant. C'est vouloir, n'est-ce pas, mesurer un ver de terre à un éléphant. On va le voir lorsque nous allons traiter le coup. Et il y a des penseurs qui disent que l'art est une création. D'autres disent que l'art est une imitation de la nature, c'est-à-dire mimésis. C'est bon? Maintenant, Khadijatou Diop, alors veuillez poser des questions qui ont rapport avec les concepts, parce qu'on va venir sur le traitement du sujet. Et vous aurez tous les auteurs de par la diversité de leurs pensées. Alors, Khadijatou Diop, Khadijatou est partie. Insa Sadio, Bonsoir, Insa, monsieur. oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des auteurs qui pensent que l'art est une création en même temps une imitation? L'art est une création, en même temps une imitation. Oui. Non, on n'a pas, je ne les connais pas et on ne l'a pas présenté dans le contenu de la leçon. Alors, je ne vis pas d'auteur qui fait euh, une synthèse. En tout cas, des auteurs prennent des positions différentes par rapport à cela. Parce que le problème de la création artistique est un problème assez majeur dans le domaine de l'art et que ces auteurs-là ont pris des positions différentes. Certains se rangent du côté où l'art est une création, d'autres se rangent du côté où l'art est une imitation. C'est bon? Oui, merci. Ok. Oui, Khadijatou, Diop, Oui, oui. oui, Euh, moi, par exemple, quand je fais une introduction, je commence par la définition des termes clés. Le professeur me dit d'ac- que j'ai défini tous les termes clés, alors que j'ai pris seulement trois ou quatre. d'accord. Alors, vous savez, ce qu'on attend de vous dans l'amorce, ce n'est pas de nous définir tout, mais c'est de pouvoir être cohérent et logique. C'est-à-dire, vous pouvez même, dans ce sujet, par exemple, on pouvait définir l'artiste. Mais vous savez, la définition de l'artiste est polysémique, comme je l'ai présenté. Tout dépend des perceptions des temps modernes et des perceptions des temps, la perception des temps anciens. Donc, quand vous définissez ce sujet-là, si on pouvait faire l'amorce, on pouvait partir pour la définition de l'art, par exemple, ou la définition de l'art de l'artiste. Mais ce que l'on dit, que ça soit un rap, n'est-ce pas, que cela puisse avoir un rapport direct avec le sujet. Ça dit que vous pouvez définir tous les concepts, tout comme vous pouvez définir le concept central. Vous savez tous que le concept central de ce sujet, c'est l'artiste. Et que la définition de l'artiste, n'est-ce pas, est un mot qui a beaucoup de sens. Certains pensent que l'artiste est un imitateur, d'autres pensent que l'artiste est un créateur. Dans votre définition, on pouvait faire une définition d'ordre général. Soit vous définissez l'artiste, soit vous définissez l'art, soit vous pouvez faire concept par concept, définir l'artiste, définir créateur, définir verbe imiter, définir réel. C'est possible également. Mais vous n'êtes pas obligé toujours de passer par définition. Vous pouvez pas également passer par citation. Si vous connaissez une citation qui colle directement avec le sujet, vous pouvez même passer par une histoire, une anecdote, n'est-ce pas? Par exemple, après, lorsqu'on aura traité le sujet là, je vous donnerai des exemples. C'est bon? C'est bon, Khadi? Oui, c'est bon. Donc, après avoir fait la définition des termes clés, on passe Oui, directement pour posez-le. poser le sujet. Effectivement, parce que la définition du mot-clé, c'est une amorce.
On l'appelle la contextualisation. Ça vous permet de mieux, n'est-ce pas, parler contexte du sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous donner un sujet directement, vous venez traiter le sujet. Il faut que vous parveniez à partir du général au particulier. C'est-à-dire partir par une définition des concepts qui vous permet de pouvoir maintenant poser le sujet, introduire le sujet dans le corps du, n'est-ce pas, du devoir, dans l'introduction. C'est-à-dire de pouvoir parler du débat, il faudrait toujours commencer par une amorce. Par exemple, quand vous avez à parler avec votre papa pour la permission, n'est-ce pas, d'aller en sortie ou quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas venir directement dire à votre papa, je dois sortir, je dois aller quelque part, mais vous devez amorcer. Vous dites, papa, dans le cadre, n'est-ce pas, d'une distraction totale, après 9 mois, n'est-ce pas, d'apprentissage et de dur labeur, nos camarades de classe ont senti la nécessité d'aller à la plage, histoire d'oublier un peu, n'est-ce pas, nos angoisses, nos problèmes entre eux. À cet effet, je souhaiterais avoir l'autorisation de partir. Vous avez compris? Donc, on fait une amorce. On ne peut pas venir directement poser le sujet. C'est pourquoi on fait l'amorce. Maintenant, l'amorce peut se faire sur différentes manières, sur une élucidation des concepts, sur ce qu'on appelle la méthode par citation, par paradoxe, par anecdote, entre autres. C'est bon? C'est bon? Donc, on passe à AOC. AOC. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais demander, est-ce que l'artiste n'est pas forcément un créateur? Oui, dans une certaine mesure également, dans une certaine posture, on peut dire que l'artiste est un créateur. Si on est tellement hegelien comme Hegel, on pense que même l'imitation est une illusion. On ne peut pas imiter parce que l'imitation n'est jamais parfaite. Et également, Aristote, entre autres, considère que l'artiste ne peut pas imiter. Dès lors, même s'il veut imiter, il est obligé de créer. Mais également, d'autres pensent qu'il y a des artistes qui parviennent, n'est-ce pas, à imiter la nature de manière très parfaite. Par exemple, l'exemple de Zeuxis que je vous ai donné. Zeuxis a fait la peinture des raisins sur un tableau. Et que cette peinture-là trompait les pigeons, parce que les pigeons venaient picorer le tableau parce qu'ils pensaient que c'était des vrais raisins. C'était pour dire que donc là, c'est une œuvre qui a été, n'est-ce pas, qui a été produite de manière, en tout cas, quasi parfaite. Dès lors, certains pensent que l'artiste peut être un imitateur, d'autres pensent que l'artiste peut être un créateur. C'est bon? D'accord, oui, merci. Oui, Khadija Ngom. Khadija, Khadija. Si ça ne passe pas avec Khadija, on prend dernièrement Ramatoulaye Omar Balde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, Oui, pour montrer que l'art est une création, oui. on peut prendre la citation de Kant lorsqu'elle disait l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la représentation d'une chose. Oui, je l'ai dit tantôt, je l'ai dit. Oui, parce que quand on pense que quand même on a l'intention de reproduire la nature, on doit la reproduire de manière beaucoup plus belle. Dès lors, l'artiste crée sur la nature. Il crée, n'est-ce pas, sur la nature, il amène une nouvelle chose, il amène sa touche personnelle. Dès lors, l'artiste est un créateur. C'est pourquoi quand on dit que l'art n'est pas une représentation d'une belle chose, mais une belle représentation d'une chose. Quand l'artiste reprend la nature, il doit la reprendre de manière beaucoup plus belle. Oui, Ramatoulaye Balde, Ramatoulaye Oumar Balde, Bonsoir. Ramatoulaye. Oui, bonsoir. Oumma, comment vous allez? Je vais très bien et M- vous? m- D'accord. Bien, je demande Je si vous en... je suis Mhm. sous forme de question. Oui, Normalement, que la reformulation doit être sous forme de question ou pas? oui. Bon, c'est beaucoup plus logique. Quand on prend un sujet par un sujet interrogatif, il est beaucoup plus logique de formuler le sujet de manière interrogative. Et quand le sujet est affirmatif également, il est beaucoup plus cohérent et logique de reformuler le sujet de manière affirmative. C'est bon. Ok. Oui, Ahmed Boy. Ahmed. Nous allons prendre Ahmed comme étant le dernier intervenant
Ahmed va nous proposer la dernière intervention avant qu'on avance dans l'explication. Oui, Alors, oui, monsieur, Ahmed. Oui, ça va? Comment vous allez? par la grâce de Dieu, je me porte à merveille. Alhamdulillah. Bon, je voulais demander, est-ce que pour montrer que l'artiste est un créateur, Oui, serait-il nécessaire de montrer que la création appartient à Dieu, la création ex nihilo? oui, on peut dire ça dans une certaine mesure. Même si on est platonicien, on comprend avec Platon que ce Mhm. qui a été créé au monde intelligible et c'est l'œuvre de la divinité. Maintenant, tout ce que D'ac- l'on fait dans ce monde-là, ce n'est qu'une copie. Vous avez compris? D'accord. Oui, j'ai Très compris, oui. bien. Merci D'accord. beaucoup. Ok. D'accord. D'accord. Donc, vous m'accordiez quelques minutes où on va procéder un peu à l'explication sur la technique de la dissertation. On va faire un bref rappel sur la technique de la dissertation. La technique de la dissertation. Alors, la dissertation est un exercice littéraire, d'ailleurs l'un desquels vous serez confronté au bac. C'est-à-dire au bac, vous aurez deux sujets de dissertation, un sujet de commentaire. Alors, la technique de la dissertation philosophique, comme dans les autres disciplines, toute dissertation comprend trois parties générales. On peut parler d'une introduction, on peut parler d'un développement et une conclusion. Commençons d'abord par l'introduction. Introduire, c'est présenter le travail à faire. Il commence depuis l'amorce, c'est-à-dire de pouvoir faire entrer le sujet avant de poser le sujet. Vous devez, n'est-ce pas, parler du sujet, parler du thème du sujet, afin de pouvoir poser le problème en tant que tel que le sujet soulève. Dès lors, on comprend également que l'introduction comprend essentiellement trois parties. Amener le sujet, poser le problème pour certains, d'autres disent poser le sujet, mais le sujet est problème. Et en dernier lieu, on a annoncé le plan. On doit lever des équivoques. Nombreux sont des élèves qui ne comprennent pas quand on dit que l'introduction comprend essentiellement trois parties. Essentiellement. Quand on dit essentiellement, c'est des parties qui ne peuvent pas manquer. Les parties obligatoires qu'on dit essentiellement. Cela ne veut pas dire que l'introduction comprend uniquement ces parties, mais on dit essentiellement. Ça veut dire que ces parties ne doivent pas manquer. Si ces trois parties manquent, l'introduction manque. Alors, c'est quoi amener le sujet? Amener le sujet, que ces trois parties sont liées d'ailleurs. Amener le sujet, c'est contextualiser, c'est parler du sujet, parler du thème, c'est-à-dire essayer de pouvoir parler du sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous devez partir à la plage à la veille du baccalauréat, histoire de se détendre un peu, alors vous devez avoir l'autorisation parentale. Mais pour avoir l'autorisation parentale, vous ne pouvez pas venir aussitôt dire à votre papa, papa, on doit partir à la plage et c'est demain. Votre papa peut ne pas accepter, peut ne pas vous autoriser. Dans une démarche logique cohérente et pertinente, alors il serait juste pour l'élève de pouvoir commencer, de pouvoir commencer par partir d'une manière beaucoup plus générale. Je dis, papa, vous savez, nous sommes à 5 jours du bac. Et à ces moments-là, nous, élèves en classe de terminale, nous sommes très, très, très fatigués et stressés. Dès lors, des moments de distraction seraient tout simplement, seront des moments idéaux, des moments opportuns. Et dans cette même perspective, on a jugé nécessaire avec nos camarades de classe de vouloir se détendre un peu. À cet effet, on a choisi, avec votre autorisation, de partir demain à la plage
de Yoff, de Wakam, entre autres, histoire de se détendre. Dès lors, votre problème que vous devez poser, c'était de dire à votre parent, on doit aller à la plage. Mais vous ne pouvez pas aussitôt venir et lui dire qu'on doit aller à la plage. Et il doit vous autoriser. Vous devez partir par faire l'amorce contextualisée pour dire dans quel contexte vous voulez aller à la plage. Et que le contexte est que vous avez besoin d'un moment de détention. Vous avez besoin d'un moment de distraction. Et vous passez par ce contexte-là afin de poser le problème qui est, n'est-ce pas, de, de, de tout simplement de cette manière qui consiste à poser le problème d'autorisation, c'est-à-dire de vouloir être autorisé. Dès lors, donc, dans une même manière également, quand on amène le sujet, on doit l'amener d'une manière générale. On ne peut pas venir et dire que c'est dans ce sens que c'est le sujet. Il faudrait contextualiser le sujet. Alors, on doit amener le sujet par différentes manières, comme je l'ai dit. On peut amener le sujet par élucidation conceptuelle. On peut définir tous ces concepts, à savoir artiste, créateur, imité et réel. Tout comme on peut définir l'art d'une manière générale. Et dans cette définition de l'art, on verra tout simplement l'idée de l'auteur à l'intérieur. Ou également, on peut définir l'artiste. Et quand on définit l'artiste, on verra l'idée de l'auteur dans ce sens-là. Et aussitôt, vous pouvez maintenant joindre les deux pour dire que c'est dans ce sens que s'inscrit le sujet. Vous pouvez partir également par citation. Mais comment choisir la citation? Si, par exemple, vous avez lu l'auteur, vous avez fait l'analyse conceptuelle, et vous avez compris qu'en fin de compte, comme nous l'avions montré ici, notre auteur veut défendre que l'art est une création, que l'artiste est un créateur. Je dois voir dans ma leçon quels sont les auteurs qui défendent que l'artiste est un créateur. Alors, quand ils défendent que l'artiste est un créateur, maintenant, je peux bel et bien choisir une citation parmi ces citations. Et quand on choisit la citation, on ne se limite pas à choisir la citation, mais on doit passer à l'explication de la citation avant de poser le sujet qui consiste à le contextualiser. On peut partir également par une histoire philosophique, c'est-à-dire une histoire de la philosophie qui va dans ce contexte. Par exemple, dans notre sujet qui dit que l'artiste est un créateur, même s'il veut imiter, alors je peux prendre le cas de Pablo Picasso. Je peux dire en Espagne, un célèbre artiste qui s'appelait Pablo Picasso avait fait une représentation artistique qui retrace, qui reproduit l'image de la guerre civile espagnole appelée Guernica sur ce tableau. En effet, Picasso était un artiste inspiré par les images dégoûtantes de la guerre horrible et il voulait à tout prix les reprendre. Et ce qu'il a réussi dans ce sens, c'est qu'il est capable, il a réussi à transformer de la laideur à une belle chose. Autrement dit, les images de la guerre qui étaient dégoûtantes, horribles, euh, parviennent à nous faire, n'est-ce pas, contempler du plaisir et au goût esthétique. Ouais, c'est dans ce cadre que s'inscrit le sujet. Si vous avez un sujet qui parle de l'imitation, l'art comme imitation, dont l'auteur défend l'art comme imitation, je peux prendre l'exemple de Zeuxis, je peux dire, Zeuxis était un artiste peintre qui maîtrisait son art jusqu'à reprendre les raisins naturels sur un tableau, mais cette représentation quasi exacte de la nature avait une particularité parce que cette représentation trompait même, faisait tromper les pigeons qui venaient picorer les tableaux. Bon. C'est-à-dire que l'artiste, de par son inspiration sur les éléments de la nature, sur les choses de la nature, il est capable de recréer sur la nature et tout simplement de rendre encore beaucoup plus agréable les éléments de la nature. Dès lors, on peut partir par anecdote dans ce sens, tout comme on peut partir par citation. Par exemple, on veut dire, dans ce sens où un artiste est un créateur, on veut dire, si l'on s'en tient bien au dire du philosophe allemand Emmanuel Kant, qui dit que l'art n'est pas une production, l'art n'est pas une production, l'art n'est pas une représentation d'une belle chose, mais une belle représentation d'une chose, c'est-à-dire que l'artiste est capable de, par son art, pouvoir tout simplement rendre la nature beaucoup plus belle et beaucoup plus accessible.
Il a un goût imaginatif et créatif qui lui permet de pouvoir faire advenir ce qui auparavant n'a jamais existé. Pour moi, c'est dans ce sens que s'inscrit le sujet. Je peux tout comme également partir par la citation de Nicolas Boileau. Je peux dire, si l'on s'en tient bien au dire de Nicolas Boileau, il n'y a ni de serpent, ni de monstre de qui imité par là ne puisse plaire aux yeux. Fermez le guillemets, mettez point. En ce sens, Boileau nous fait comprendre que l'artiste a le pouvoir imaginatif et créatif de transformer ou de transfigurer la nature ou ou de modifier une chose qui était laide pour que la chose puisse devenir belle. C'est dans ce sens que c'est ce que le sujet. Là, c'est des manières pour introduire par citation. Également, on peut introduire par définition, ou comme les concepts qu'on a définis, ou on va prendre le concept central, soit artiste ou l'art. On peut définir par l'artiste, on dit la perception moderne de l'art fait de l'artiste celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant n'a jamais existé. Bon. C'est-à-dire que l'artiste, de par son esprit imaginatif et créatif, il est capable de transformer de la laideur à une belle chose. Bon, c'est dans ce cadre que s'inscrit le sujet. Je peux également partir par la définition de l'art et je passe par André Lalande. Selon André Lalande, l'art est toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. C'est-à-dire que l'art est une activité proprement humaine permettant d'aboutir à un résultat qui reflète le beau. C'est dans ce sens que c'est le sujet. Je peux partir par ces différentes manières. Là, c'était pour vous montrer qu'il y a différentes manières qui existent pour amorcer. Et après, on va produire ça. On va produire ça. On va produire une introduction. Maintenant, pour poser le sujet, il suffit tout simplement d'introduire le sujet juste après avoir fait l'amorce. Maintenant, on termine avec annoncer le plan. Là, c'est essentiel. Mais on peut faire la reformulation parce qu'on avait dit les parties essentielles. Ici, avant ça, on peut faire la reformulation. Maintenant, c'est quoi annoncer le plan? Dans l'annonce du plan, on entend tout simplement d'abord la problématique. Et comment problématiser? Soit on problématise par une question centrale capable d'ouvrir un débat vaste et large, et après on va mettre les questions, on va mettre un plan de manière tout simplement affirmative. Tout comme on l'a expliqué plusieurs fois ici, on peut problématiser par des séries de questions. Série de questions, une question qui renvoie à la thèse, une question qui renvoie à l'antithèse, et après on annonce le plan par une phrase. Dès lors, donc, il est facile de problématiser dans ce sens. Et on sous-entend à l'intérieur de l'annonce du plan la problématique. Parce que si vous avez bien posé des questions, ces questions-là font l'objet d'une bonne problématique et de plan. Vous allez dire, c'est autour de cette problématique que s'articulera notre sujet. Alors donc, on comprend mieux que dans l'introduction, on est capable de pouvoir réussir toutes ces parties-là. D'accord. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une introduction proprement dite. Alors, on va essayer de faire une introduction proprement dite. On va faire une introduction proprement dite. Et dans cette introduction proprement dite, on doit amener le sujet, on doit poser le problème, on doit reformuler et on doit annoncer le plan. Alors, bon, c'est ce que nous allons faire. Mais j'aimerais bien revenir sur la question de Maïmouna Niang qui dit: bonsoir, monsieur. Est-ce qu'on peut amener le sujet à travers la citation d'Albert Dürer dans ce sujet? Non. Pourquoi on ne peut pas partir par Albert Dürer? Parce qu'Albert Dürer défend l'imitation. Il dit que plus ton œuvre se conforme à la nature, meilleure qu'elle sera. Alors que dans ce sujet, dans la première partie, on considère que l'art est une création. Alors, on ne peut pas amener le sujet avec la position d'Albert Dürer parce que ça ne colle pas directement avec le sujet. Alors donc, on peut partir par une citation, tout comme on peut partir par une anecdote, on peut partir par une définition. Donc, on va essayer de définir l'artiste. On va prendre un concept central au lieu de définir tous les concepts. On va dire la perception moderne de l'art fait de l'artiste
La perception moderne de l'art fait de l'artiste un créateur. C'est-à-dire, c'est-à-dire celui, celui qui est capable de faire advenir, celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant, ce qui auparavant n'existait pas. Autrement dit, l'artiste, de par son esprit créatif, imaginatif, l'artiste de par son esprit créatif et imaginatif, l'artiste de par son esprit créatif et imaginatif peut, peut transfigurer, peut transfigurer, peut transfigurer ou modifier la nature afin d'apporter sa touche personnelle. Hein? C'est cette perspective, dans cette perspective que semble s'inscrire le sujet. Tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Tout artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Explicitement, explicitement dit, l'artiste est obligé de créer, même s'il avait, même s'il avait l'ambition de reproduire la nature, même s'il avait l'ambition de reproduire la nature. Moi, ce sujet nous invite à réfléchir, ce sujet nous invite à réfléchir sur le problème de la création. Ce sujet nous invite à réfléchir sur le problème de la création artistique. Hein? Dès lors, notre développement
Et alors, notre développement s'articulera autour de ces questions. Notre développement s'articulera autour de ces questions. En quoi l'artiste est un créateur? En quoi l'artiste est un créateur? Même quand il imite le réel. En quoi l'artiste est un créateur, même quand il imite le réel. Cependant, la vraie, la vraie valeur, la vraie valeur de la production artistique, la vraie valeur de la production artistique n'est-elle pas, n'est-elle pas, n'est-elle pas dans l'imitation, n'est-elle pas dans l'imitation des beautés naturelles? Fin de l'introduction. Alors, on va un peu expliquer. Alors, on a commencé dans cette partie par faire l'amorce qui commence ici jusqu'à ici. Donc, dans toute cette toute cette partie que j'ai encadrée, on a essayé de faire l'amorce. À quoi consiste l'amorce? À parler du sujet, à parler du contexte du sujet, afin de poser le sujet. J'ai dit la perception moderne de l'art et de l'artiste, un créateur. C'est quoi un créateur? J'ai dit, c'est-à-dire celui qui est capable de faire advenir ce qui auparavant n'existait pas, c'est-à-dire celui qui peut créer. Autrement dit, l'artiste, de par son esprit créatif et imaginatif, peut transfigurer ou modifier la nature afin d'apporter sa touche personnelle. Donc, l'artiste, c'est celui qui apporte sa touche personnelle dans la reproduction de la nature. C'est dans cette perspective que semble s'inscrire le sujet. L'auteur nous dit que tout artiste est un créateur, même quand il est millionnaire. Explicitement dit, l'artiste est obligé de créer, même s'il avait l'ambition de reproduire la nature, même si l'objectif de l'artiste était de reproduire la nature, il crée. Je dis, ce sujet nous invite à réfléchir sur le problème de la création artistique. Je rappelle le problème du sujet. Et maintenant, j'ai combiné le plan à la problème pour dire qu'on peut respecter ces parties, amener le sujet, poser le problème et annoncer le plan. Je dis, dès lors, j'annonce le plan. Notre développement s'articulera autour de ces questions. Donc, on va traiter notre développement ainsi. D'abord, on va donc, pour développer, on va répondre à ces questions. La première question est que, en quoi l'artiste est un créateur, même quand il imite le réel? Pourquoi dit-on simplement que l'artiste est obligé de créer, même s'il veut imiter? Alors, Préau dit cependant, là, on fait l'objection. On remet en question la thèse qui dit que l'artiste est un créateur. Alors, nous, dans la définition de l'art donnée par André Lalande, on a dit tout simplement au début du cours que André Lalande avait défini l'art comme toute production de la beauté par les œuvres d'un être conscient. Rappelez-vous de ces deux perceptions, conscient et beauté. Pour dire que donc l'art vise le beau et que cette beauté qui est dans l'art découle de l'homme. Raison pour laquelle je vous ai dit que ni la toile d'araignée, ni le beau spectacle que nous offre le coucher du soleil, ni la belle fleur rose ne peuvent être qualifiées d'œuvres d'art. Pourquoi? Ces choses sont belles, mais ne relèvent pas d'un sujet conscient, ne relèvent pas de l'homme. Alors donc, il y a deux caractères qu'il faut retenir dans l'art. Il faut que la production relève d'un sujet conscient et que cette chose également reflète la beauté. Donc, un élément essentiel dans l'art,
c'est le reflet du beau. L'art ne doit pas laisser en compte, laisser en rade tout simplement la valeur esthétique. Alors, donc, je me permets de dire que nous avons des beautés naturelles, que ces beautés naturelles, telles que le soleil, telles que la lune, telles que la toile d'araignée, telles que la fleur, entre autres, tous les éléments de la nature, toutes les beautés naturelles, nous avons des beautés naturelles. Et il n'y a pas de chose beaucoup plus belle que la nature. Donc, si l'homme vise à produire, à produire d'une belle chose, il doit reprendre la nature. Parce que la nature est beaucoup plus belle, beaucoup plus sublime, beaucoup plus magnifique que toute autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, cependant, la vraie valeur de la production artistique n'est-elle pas dans l'imitation des beautés naturelles? C'est-à-dire l'artiste qui est parfait, l'artiste qui est meilleur, en visant le beau, il doit reprendre les choses belles. Quand on vise le beau, on doit reprendre les choses les plus belles. Les choses les plus belles sont les choses naturelles, c'est-à-dire sont les beautés naturelles. Ce qui nous permet tout simplement d'expliquer le problème de la création artistique. Dans le problème de la création artistique, on comprend d'abord que certains penseurs considèrent dans la perception classique que l'art doit imiter la nature parce que l'imitation de la nature, elle est belle, elle est magnifique, elle est sublime et elle est meilleure. Raison pour laquelle Albert Dürer, Albert Dürer est un penseur allemand, c'est un artiste peintre allemand, qui avait dit tout simplement, plus, plus ton œuvre se conforme à la nature, virgule, meilleure qu'elle sera. Ça veut dire quoi? Il dit que donc, la plus belle des œuvres d'art, la plus parfaite des œuvres artistiques, c'est celle qui reproduit la nature. Donc, l'œuvre d'art qui est beaucoup plus sublime, beaucoup plus magnifique, qui répond aux caractéristiques de l'art, c'est celle qui reproduit la nature. Et on peut prendre également l'exemple de Zeuxis. Avant d'ouvrir le micro, on va prendre l'exemple de Zeuxis. Zeuxis sur la peinture des raisins. On va prendre l'exemple de Zeuxis sur la peinture des raisins. À quoi consiste l'histoire de Zeuxis sur la peinture des raisins? Zeuxis, excusez-moi, sur la peinture des raisins, Zeuxis, Zeuxis avait repris des raisins, les raisins naturels sur un tableau. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'histoire de Zeuxis? C'est que Zeuxis parvenait à tromper les pigeons. Pourquoi? Parce que les pigeons venaient même picorer le tableau de Zeuxis. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était des vrais raisins. Alors, raison pour laquelle on peut dire que donc l'artiste peut avoir un certain goût créatif, un certain goût imaginatif. On peut prendre exemple également un certain goût tout simplement qui consiste à imiter de manière beaucoup plus parfaite la nature, excusez-moi. Donc, Zeuxis nous montre que l'homme peut imiter la nature de manière beaucoup plus belle et beaucoup plus parfaite. D'ailleurs, nous terminerons dans cette partie imitation, l'explication de l'imitation avec l'exemple de Platon. Platon, dans la théorie de la réminiscence, nous fait savoir que le monde, l'homme vit dans deux mondes. Un monde qu'il appelle le monde intelligible et le monde qu'il appelle le monde sensible. Alors, le monde sensible n'est pas un vrai monde, c'est un monde illusoire, des mondes des illusions. Parce que pour Platon, les hommes vivaient dans un autre monde qu'il appelle le monde de l'au-delà, le monde intelligible. Dans ce monde intelligible, les hommes connaissaient tout. Et durant leur voyage du monde intelligible au monde sensible, durant ce passage, les hommes ont traversé un fleuve que Platon appelle le fleuve de l'oubli ou le fleuve de l'été. Dès lors, ils ont tout oublié. Donc, tout ce que l'homme produit dans ce monde sensible-là
il s'est inspiré du monde intelligible. Et il donne l'exemple de trois lits. Le lit du menuisier qui a été repris par l'artiste, on l'appelle le lit de l'artiste sur un tableau d'art, et également le lit de Dieu. Il dit que le menuisier qui a mis, n'est-ce pas, qui a produit un lit, qui a fabriqué un lit, s'était inspiré du lit de Dieu. Et que l'artiste, lui, en deuxième lieu, s'inspire du menuisier pour reprendre le lit du menuisier sur un tableau. Dès lors, Platon dit que donc ce qu'a produit l'artiste là est une copie d'une copie parce que le lit du menuisier est une copie de copie. Il dit que l'art est une copie de copie. C'est une copie mensongère, ce n'est pas une vraie copie. Il dit que c'est une copie de copie. Mais pour ce qu'on retient dans les dires de Platon, que l'artiste est condamné à copier. Il ne peut faire autre chose que copier. Mais cette idée ne sera pas sur toute la ligne défendue par les artistes. D'autres artistes pensent que l'artiste est un créateur et il ne peut faire autre chose que créer, même s'il a un objectif et que son objectif était d'imiter la nature. Alors, on commence par Hegel qui pense que même la nature est inimitable. Pour Hegel, vouloir imiter la nature, c'est vouloir égaler un ver de terre à un éléphant. Alors, donc, Hegel pense que on va égaler un ver de terre à un éléphant. La nature est inimitable. De même qu'Aristote, Aristote critique son maître Platon et il pense que l'art est une création et que l'art permet à l'homme d'achever des choses que la nature était incapable de réaliser. Donc, Aristote considère que l'art est une création. Et quand l'artiste il est capable, pour Aristote, de transformer de la laideur à une belle chose. On peut prendre également l'exemple de Pablo Picasso. Pablo Picasso a repris la Guernica, qui était la guerre espagnole, la guerre civile espagnole. Picasso a repris l'image de la guerre sur un tableau. Et ce qu'a réussi Picasso, que Picasso a réussi de transformer de la laideur à une belle chose. C'est-à-dire, ce qui a été laid, ce qui a été horrible aux yeux de tout le monde, quand l'artiste le reprend sur un tableau, cela permet de, n'est-ce pas, ce qu'on appelle cela permet de contempler du plaisir esthétique. Et on peut prendre également en dernier lieu l'exemple de Kant, Kant qui pense que l'artiste est un créateur. Et il dit en ce sens, l'art, l'art n'est pas une représentation, l'art n'est pas une représentation d'une belle chose, mais une belle représentation. Une belle représentation d'une chose. Alors, pour Kant, l'artiste, quand il reprend la nature, il doit la rendre beaucoup plus belle que la nature l'était déjà. Donc, quand l'artiste reprend, l'art n'est pas une représentation d'une belle chose. On ne reprend pas un bon artiste, c'est pas celui qui reprend la nature. Une belle chose, il la reprend fidèlement. Il dit que c'est celui qui rend en tout cas la nature beaucoup plus belle qu'elle était dans le passé. Donc, pour dire que l'artiste est capable tout simplement de rendre, n'est-ce pas, d'achever, l'artiste est capable, l'artiste est capable d'achever ce que la nature
est incapable de réaliser. Ça dit que quand on reprend une chose de la nature, on la reprend de manière beaucoup plus belle et que dès lors, l'artiste peut terminer, peut rendre beaucoup plus belles les choses naturelles qu'elles étaient. Pour dire en quelque sorte, certains pensent que l'art est une création. On peut parler de Picasso, on peut parler de Kant, on peut parler de Hegel, on peut parler d'Aristote. On peut donner l'exemple simplement de Pablo Picasso. Et d'autres pensent que l'art est une création, l'art est une imitation. On peut parler d'Albert Dürer, on peut parler des raisins des ex-Suisses, on peut parler également, on peut prendre l'exemple de, de Platon sur la théorie de la réminiscence. Donc, on comprend tout simplement que ce problème de la création artistique a été un problème qui a été soulevé et que les artistes ont des visions différentes. Il y a Mam Gorso qui dit que Pablo Picasso déclare: Je ne peins pas parce que je vois, je peins ce que je pense. Donc, pour comprendre en réalité que donc, Pablo Picasso n'était pas retenu. Hegel dit tout simplement que considérer l'art comme une imitation, c'est priver l'artiste de sa liberté. Hegel nous dit même que considérer l'art comme une imitation de la nature, c'est priver l'artiste de sa liberté de pouvoir dépasser dépasser les éléments de la nature, les transcender, les transfigurer, les modifier. D'accord. On va ouvrir encore le micro pour 10 minutes dans lesquels vous allez poser sur les problèmes relatifs, n'est-ce pas, la position des auteurs différemment sur l'art comme création et sur l'antithèse, l'art comme imitation. Oui, Fatima Cham. Fatima, Oui, bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. En fait, je voulais vous demander dans cette partie de la représentation d'artistes, Mhm. est-ce qu'on peut ajouter là-bas la définition de la beauté? La définition Beauté. de la beauté. Oui, le beau. Oui, effectivement, quand je dis la représentation artistique, vous dites, allô? Allô, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous Quand on entends parle parler. on parle de la reproduction, Fatima, alors quand on dit cependant la vraie valeur de la production artistique n'est-elle pas dans l'imitation des beautés naturelles? Alors, quand on parle d'esthétique, ça renvoie à la beauté. L'esthétique renvoie à la beauté. Donc, l'art est indissociable à la beauté. Donc, dans l'imitation, c'est lorsque l'artiste vise le beau et que ces penseurs-là pensent qu'il n'y a pas de chose beaucoup plus belle que la nature. Donc, vouloir produire de la beauté, c'est reproduire la nature. C'est bon? C'est bon? On avance avec Khadija Ngom. Khadija, Khadija. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Khadija. Pour la première partie, Oui, on peut commencer d'abord par dire que dans la première part de notre réflexion, il s'agit de montrer que même si même si l'artiste, même si l'artiste essaie d'imiter, non, non, attendez. Dans la première partie de notre travail, il s'agit de montrer que l'artiste serait un créateur, même quand il imite le réel. oui. C'est pourquoi j'ai posé la question. En quoi l'artiste est un créateur, même quand il imite le réel? Je demande, est-ce qu'on peut commencer par dire que dans la première partie de notre travail, il s'agit de montrer? Dans le développement. Oui. Oui, tout dépend de votre phrase introductive. Vous pouvez introduire pour dire que il conviendrait de noter tout simplement que l'artiste est obligé et condamné à créer, même son ambition était de reproduire la nature. D'accord. D'accord. Comme nous l'avions fait tout au début du cours, on avait commencé par analyser les concepts. On est arrivé également à
expliqué la technique de la dissertation, plus précisément l'introduction. On a différencié les parties prenantes de l'introduction et on a fait un spécimen d'introduction. On a essayé de représenter toutes les parties. On avait également expliqué les différentes positions par rapport, obtenues par rapport au débat sur le problème de la création artistique. Alors, comme l'a dit Albert Dürer, lui, il considère que l'art est une imitation et que plus ton œuvre se conforme à la nature, meilleure qu'elle sera. On a expliqué également avec l'exemple de Zeuxis sur la peinture des raisins, Zeuxis qui ne tout simplement reprenait pas la nature, tout simplement qui reprenait la nature en reprenant les raisins naturels sur un tableau. Mais il arrivait à tromper les pigeons. Même les pigeons venaient picorer le tableau parce que la représentation était parfaite. On a expliqué également la théorie platonicienne sur l'art comme une copie de copie, d'où l'artiste est condamné à copier. Une autre- Dans un autre sens, on a expliqué que l'art est une création, même l'artiste en voulant créer, en voulant imiter, il crée. Et on a compris que donc une imitation n'est pas possible. Et on a expliqué avec Hegel que Hegel pense que la nature est inimitable. L'artiste, même voulant imiter, il crée. Il dit en ce sens que vouloir même imiter la nature, c'est vouloir égaler un ver de terre à un éléphant, chose qui n'est pas possible. Alors, on a expliqué également avec Aristote qui a critiqué son maître Platon. Platon qui pensait que l'art est une imitation, l'artiste est condamné à imiter. Aristote nous dit que l'art est une création et que l'art permet à l'artiste d'achever ce que la nature était incapable de réaliser. On a expliqué également avec l'exemple de Pablo Picasso qui, dans sa création, a pu tout simplement transformer, transfigurer ou modifier la nature, c'est-à-dire de transformer une vilaine chose de la laideur à une belle chose. Parce qu'il a repris l'image de la guerre civile espagnole sur un tableau. Et nous savons tous que l'image de la guerre est horrible, elle est dégoûtante, mais avec Picasso, l'image de la guerre nous permet tout simplement de nous plonger dans un monde agréable et sublime, un monde de magnificence. Pourquoi? Parce que ça nous permet tout simplement de contempler du plaisir et un goût esthétique. Donc là, c'est un pouvoir de l'artiste qui est capable de transformer de la laideur en une belle chose. Nous-mêmes, Kant a également souligné que l'art ne suffit pas tout simplement de reproduire fidèlement la nature. Donc, l'art ne consiste pas à représenter une belle chose, mais quand on représente la chose, on la représente d'une manière encore beaucoup plus belle. Il dit en ce sens que l'art n'est pas une représentation d'une belle chose, mais une belle représentation d'une chose. C'est-à-dire quand l'artiste reprend la nature, il doit la reprendre de manière encore beaucoup plus belle. Dès lors, on pense que donc l'art est une création. Certains pensent que l'art est une création. On peut parler de Hegel, on peut parler de Pablo Picasso, on peut parler de Kant, on peut parler d'Aristote. D'autres, l'art est une imitation. On peut parler d'Albert Dürer, on peut parler de Nicolas Boileau, on peut donner l'exemple de Zeuxis et peut parler de Platon. Donc, sur ces deux positions différentes, dans la thèse, on va défendre que l'art est une création. Et dans l'antithèse, on va dire que la vraie nature est la vraie valeur de l'œuvre d'art et dans la représentation esthétique, c'est-à-dire représentation des beautés naturelles, autrement dit, l'imitation. Donc, on va ouvrir le micro. Alors, comme nous l'avions commencé, vous allez poser vos questions et on va essayer de vous répondre. Alors, d'accord. Donc, on va vous ouvrir le micro et vous poser votre question par rapport à l'explication sur le problème de la création artistique. Oui, oui, des questions? Bon, monsieur, moi, je peux savoir. Moi, Oui, on m'a dit, hein, oui. Platon a critiqué l'art pour imitation. Qui vous a dit ça? Mon prof m'a dit que Platon a critiqué l'art pour imitation. En effet, Platon dit que l'artiste est condamné à imiter, mais il nous fait savoir que l'imitation de l'artiste n'est pas une imitation réelle. C'est dans cette perspective qu'il parle de critique. Parce que l'imitation de l'artiste n'est pas une imitation réelle. Parce que l'art, selon Platon, l'artiste copie, par exemple, un élément de la nature. Et cet élément de la nature-là
est une copie du monde intelligible. Dès lors, Platon dit que l'art est une copie mensongère. Mais cela n'enlève rien sur le fait que Platon considère que l'artiste est condamné à imiter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas créer. Même si ce qu'il imite n'est pas original, ce qu'il imite n'est pas vrai, c'est mensonger, mais c'est une imitation. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. Allez, d'accord. Une autre question? Oui, Myriam. Myriam, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, moi, je suis un peu perdue au niveau de l'introduction sur le Comment problème, ça? la problématique du moins. Oui, Oui. vous êtes perdu. Comment? Comment On, vous avez l'habitude de problématiser? on a l'habitude de poser le sujet en plus problématiser. Oui, comment vous procédez par la problématisation? Vous problématisez par une seule question et après vous abordez un point affirmatif. Ou vous posez une série de questions, Par dont une exemple, question concerne une thèse, une autre question concerne une thèse, avant d'annoncer le plan. Mhm. moi, j'ai l'habitude de problématiser, ensuite faire un plan affirmatif. Donc, vous problématisez par une seule question et après, ensuite, vous faites un plan affirmatif. Oui, Cette oui. méthode est possible, cette méthode est possible. Mais nous, on a jugé beaucoup plus rapide tout simplement de faire parallèlement la problématique et le plan. Ça veut dire que notre plan sera la problématique. On va annoncer que notre développement s'articulera autour de ces questions. Et les deux questions constituent la problématique et en même temps le plan. Parce que dans le développement, on va répondre à chaque question. Et que la première question, sa réponse, c'est la thèse. La deuxième question, sa réponse, c'est l'antithèse. Toutes les deux méthodes sont valables. C'est bon? D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui, un autre. Oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, Mariam, dans son œuvre, une si longue lettre, elle a Oui. imité la création de Dieu, mais euh, elle a aussi, elle a aussi créé. Et Mariama Ba. Oui. Elle Vous a parlez de imité et Mariama. créé. Oui. D'accord, d'accord. Mais le problème est que ça peut être vrai, mais le problème est que vous avez appris les formes d'art. Madame, vous avez appris les formes d'art? Vous me répondez. Connaissez-vous les Moi, 9 formes? oui, Connaissez-vous les 9 formes d'art? c'est art comme création, comme Oui. imitation, comme Tu as pris l'exemple de Mariama Ba. Alors, création. oui, tu as pris l'exemple de Mariama Ba. Alors que Mariama Ba a écrit un roman. Tu as pris l'exemple d'une si longue lettre, alors que c'est un roman. Je voulais vous dire tout simplement que dans les 9 formes d'art, on n'a pas évoqué le roman, on a parlé de la poésie. Tu as compris? Oui, oui, Quoi. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre cet exemple. Parce que dans les 9 formes d'art, on n'a pas parlé du roman, on a parlé de la poésie, de la sculpture, de l'architecture, de la peinture. Vous avez compris? De la télévision, de la bande dessinée, mais on n'a pas parlé du roman. Tu as compris? oui, je vois. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre cet exemple. La, la dernière fois, quand on faisait un exercice en classe, j'avais pris cet Oui, exemple, mais le mais, mhm, prof ne nous a rien dit. d'accord, J'avais pris cet exemple quand on faisait un sujet. d'accord. Peut-être, oui, ça peut échapper, ça peut. Mais vous avez appris, c'est pourquoi je vous ai demandé, vous avez, dans votre leçon, il y a les 9 formes d'art. Formes d'art. Hmm? Dans C'est le pas contenu de neuf, votre. Hmm? Madame? je pense qu'on a fait les trois ou quatre. Ah, mais les formes d'art, on les appelle aujourd'hui les beaux-arts, sont au nombre de 9. Alors, tu ne peux pas traiter un sujet sur l'art, mais tu prends un exemple qui n'a pas été retenu par le. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Allez-y. Oui, un autre intervenant, une autre intervention, une autre intervention. Sinon, on continue.
Sinon, on va devoir... Oui, on termine avec Nafissatou Ndiaye. Nafissatou, Nafissatou, Oui, on vous bonsoir. écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je voulais demander, est-ce qu'on pouvait donner l'exemple de Stendhal qui disait que le roman est un miroir que l'on promène le long D'accord. d'un chemin? Dans le reflet du réalisme. Alors, ça peut aller dans ce sens, mais c'est la même question que j'ai posée à mademoiselle tout à l'heure. Et que quand on parle de 9 formes d'art, on n'a pas parlé de la littérature d'une manière générale, on n'a pas parlé du roman d'une manière particulière, mais on a relevé la poésie comme de l'art. Alors que quand vous prenez cet exemple de Stendhal, vous prenez en particulier ou en toute particularité, vous prenez l'exemple du roman. Alors que le roman n'a pas été retenu par les 9 formes d'art. Tu as compris? Oui, Le roman ne figure pas dans les 9 formes d'art. C'est la poésie qui est considérée comme une forme d'art. C'est bon? bon. D'accord. Maintenant, vu qu'on a expliqué un peu l'introduction, on va expliquer le développement. On va expliquer le développement. Le développement, appelé comme étant la phase argumentative. On l'appelle la phase argumentative. C'est quoi la phase argumentative? La phase argumentative, c'est la phase où on doit argumenter. Mais qu'est-ce qu'on doit argumenter? La phase argumentative consiste à défendre des idées, aller dans leurs explications. Et dans la phase argumentative, on peut avoir 2 parties. On peut avoir une toute première partie du développement qui répond à la question en quoi l'artiste est un créateur, même quand il imite le réel. C'est la première partie. Et dans cette première partie, on l'appelle phase explicative. C'est quoi la phase explicative? La phase explicative, c'est une phase dans laquelle on doit défendre la thèse de l'auteur. C'est-à-dire, on répond à la question en quoi l'artiste est un créateur. Et la phase explicative, la phase explicative est composée de plusieurs paragraphes argumentatifs. La phase explicative est composée de, de paragraphes argumentatifs. Est composée de paragraphes argumentatifs. La phase explicative est composée de paragraphes argumentatifs. C'est quoi un paragraphe argumentatif? Un paragraphe argumentatif, c'est un paragraphe qui consiste à défendre une idée, qui consiste à expliquer, à rendre accessible une idée. Raison pour laquelle, alors, on peut donner les différents éléments d'un paragraphe argumentatif. On donne les différents éléments d'un paragraphe argumentatif, c'est-à-dire la structure logique d'un paragraphe argumentatif, l'ossature d'un paragraphe argumentatif, ce qui compose un paragraphe argumentatif, les différents éléments d'un paragraphe argumentatif. Un paragraphe argumentatif doit avoir en premier lieu ce qu'on appelle une idée directrice. Après l'idée directrice, vous devez procéder à un argument, c'est-à-dire vous expliquer l'idée directrice. Donc, l'argument consiste à expliquer et expliciter l'idée directrice. Consiste à expliquer et expliciter l'idée directrice. Et après explication et, après explication et explicitation de l'idée directrice,
Alors, on doit procéder à l'illustration. À quoi consiste l'illustration? L'illustration consiste tout simplement à prendre, à faire ou dégager, à faire, à faire une idée solide, c'est-à-dire de donner une position solide de notre argument. Ce qu'on appelle faire une citation, donner une citation ou donner un exemple. Donc, on va faire amener une citation et ou, c'est-à-dire qu'en même temps, on peut le donner, tout comme on peut les regrouper en même temps. Un seul paragraphe peut avoir une citation et un exemple. Et ou un exemple. En dernier lieu, après l'illustration par exemple et ou citation, on termine avec une conclusion partielle. On remarque que les élèves ne font pas de conclusion partielle. Ainsi, terminer le paragraphe des deux paragraphes de la thèse, l'élève doit faire la phrase de transition. Alors, il faut faire obligatoirement une phrase de transition. Et je vous ai dit que la meilleure des phrases de transition, c'est celle qui reprend la question de l'antithèse depuis l'introduction. Et après avoir fait la phrase de transition, aussitôt, vous êtes dans la deuxième phase qu'on appelle phase discursive. C'est quoi la phase discursive? On l'appelle phase discursive ou phase de discussion ou phase de discussion. C'est-à-dire, dans un même rythme, on va discuter la position, la thèse de l'auteur. Et là également, cette phase doit être composée, cette phase doit être constituée de paragraphes argumentatifs. Cette phase doit être constituée de paragraphes argumentatifs. Cette phase doit être constituée de paragraphes argumentatifs. C'est une phase dans laquelle vous devez discuter la thèse de l'auteur. Et la même démarche d'un paragraphe argumentatif, il te faut une idée directrice, un argument, illustration, conclusion partielle. C'est c'est- c'est- c'est dans cette logique-là que l'on procède pour faire ce qu'on appelle le développement. Maintenant, après avoir développé cette idée, on doit s'atteler à une conclusion qu'on appelle la conclusion générale. C'est quoi la conclusion générale? La conclusion générale, elle comprend trois parties. Premièrement, on fait le bilan, c'est-à-dire on va rappeler les grandes lignes de la thèse et de l'antithèse, rappeler les grands moments de la thèse et de l'antithèse. Après, on donne notre point de vue. Après le bilan, on donne notre point de vue parce qu'il faut que l'élève, entre la thèse et l'antithèse, choisit. L'élève donne son point de vue. Après la thèse ou l'antithèse, dans la conclusion, après le bilan, l'élève donne son point de vue. Le point de vue consiste à donner son opinion entre les deux. Et en dernier lieu, l'élève ouvre une perspective. La perspective, c'est une question qui relance le débat dans un autre sens, qui tout simplement permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre de discussion. Ainsi, on procède ainsi pour pouvoir argumenter. Alors, j'ai remarqué que les élèves connaissent ce qu'on appelle des déséquilibres argumentatifs, c'est-à-dire, des fois, vous argumentez plus dans la thèse que dans l'antithèse et vice-versa. Ou plutôt, vous n'allez pas respecter les différents éléments d'un paragraphe argumentatif. C'est-à-dire, vous devez donner une directrice, vous devez argumenter, expliquer, expliciter de manière claire avant d'illustrer par exemple ou citation. Et après, également, les élèves ne font pas de conclusion partielle et il faut s'habituer également à le faire. Donc, on va ouvrir encore en dernier lieu les micros
pour que vous puissiez intervenir sur, vous puissiez donner vos questions sur le développement et la conclusion. On vous écoute. Oui, Mohamed Top. Mohamed, Mohamed, Mohamed. Alors, Mohamed, veuillez ouvrir le micro. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question relative au développement et à la Oui, conclusion. Oui, Mohamed. allô? Ça va Oui, bien? Mohamed. Je vais très bien à vous. Oui, oui, monsieur. Oui, oui, Mohamed, je Je vous vous écoute. demande l'antithèse. Oui, 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 je Oui, viens d'arriver. Je vous demande l'antithèse de ce sujet. l'antithèse de ce sujet a été donnée. C'est, par exemple, dans ce sujet, on défend la thèse que, Oui, que l'artiste est un créateur. Alors, moi, j'ai mis dans la thèse, mhm, cependant, la vraie valeur de la oui, production artistique n'est-elle pas dans l'imitation des beautés naturelles? C'est-à-dire que si l'art vise le beau, l'artiste ne oui, doit-il pas se contenter à reproduire les beautés naturelles? Parce qu'il n'y a pas de chose beaucoup plus belle que la nature. C'est-à-dire, on va défendre l'imitation dans oui, l'antithèse. mais Oui, l'artiste étant un créateur, il peut en même oui. temps être limitateur en créant. C'est-à-dire que dans En créant, l'antithèse, l'artiste peut, c'est-à-dire que ici, oui, on dit que, on veut dire dans l'antithèse que la vraie valeur, c'est-à-dire esthétique de l'œuvre d'art, si l'art si l'art vise le beau, l'artiste doit oui, laisser la création et se limiter à imiter la nature. Tu as oui, oui. compris? Imiter la C'est nature. bon. Oui, oui, Oui. oui, oui, C'est-à-dire, oui, c'est ce que parce je qu'on voulais dire. pense qu'il n'y a pas de chose beaucoup plus belle que la nature. Alors, Oui, c'est notre dernière séance de révision. Alors, c'est le moment ou jamais de poser des questions afin de lever des équivoques sur la méthodologie, oui, à savoir. Oui, je vous en prie. merci, monsieur, j'ai bien compris. Merci. Je vous en prie. Alors, c'est notre dernière séance pour les révisions. Alors, si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. On va devoir vous répondre. Si tout est clair, on va devoir vous prendre congé jusqu'à la prochaine fois. Oui, Nafissatou Ndiaye. Nafissatou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, je voulais demander comment doit-on répondre à la problématique dans le développement? Bon, vous savez, si vous avez problématisé à travers une seule question, après vous avez amené un plan affirmatif, c'est le plan affirmatif qui détermine le plan du développement. Aussitôt également, tout comme également si vous avez problématisé, comme je l'ai fait par une série de questions, et chaque question renvoie à une partie. Dans le développement, vous allez répondre partie par partie, vous allez répondre question par question. Par exemple, ici dans notre introduction, on va essayer de répondre d'abord en quoi l'artiste est un créateur, même quand il le rêve. Donc, on va montrer pourquoi l'artiste est condamné à créer. Et c'est ce que nous allons défendre dans la thèse. Et dans l'antithèse, c'est à nous de formuler notre propre question pour dire que la vraie valeur esthétique de l'art, si l'art vise le beau, l'artiste doit se contenter à imiter la nature. Et on va défendre l'art comme imitation, comme étant la meilleure production artistique. C'est bon? Oui. Je vous en prie. Oui, Myriam. Myriam. Alors, Oui, oui, monsieur, oui. est-ce qu'il est toujours permis de reformuler le sujet en philosophie? Tout à l'heure, j'ai dit que les parties essentielles sont amener le juger, poser le problème, annoncer les plans. C'est-à-dire les parties qui ne peuvent pas manquer. La reformulation n'est pas obligatoire. C'est bon? D'accord. Au niveau du plan, Oui. dans l'antithèse, est-il possible de mettre en place une autre antithèse, Oui, genre l'entité. comme Mhm. artiste, comme réalise ses œuvres? Oui, mais vous savez, Oui, le sujet relève d'un problème. Le sujet parle d'un problème. Et l'auteur l'a dit. Ce sujet parle du problème de la création artistique.
L'auteur nous dit que l'artiste est condamné à créer. C'est-à-dire que vous pouvez amener une thèse, c'est-à-dire vous pouvez dire que la création artistique, peut-être vous allez comparer l'art à la technique, à la science. Vous allez toutefois, la création et la créativité de l'artiste peut-elle conduire, n'est-ce pas, l'humanité vers des lendemains meilleurs. C'est-à-dire que vous allez parler de l'art comme création, comme quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne peut pas changer le monde, peut-être dans ce sens. Mais ce sujet relève le problème de la création artistique. Soit l'art est d'une imitation, l'art est d'une création. Mais dans une antithèse, on n'est pas retenu. On peut évoquer n'importe quelle antithèse, mais que ça soit collé avec le sujet. Ça répond aux préoccupations du sujet. T'as compris? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas encore d'intervenants, alors, donc, on va devoir fermer cette séance pour aujourd'hui. Et je vous donne le dernier conseil en ma qualité de celui qui vous a capacité pendant des mois en philosophie. Je vous conseille de faire un bon choix sur le sujet. Quand vous devez faire le choix entre les sujets 1, 2, 3, évitez d'aller au bac pour juste amener des thèmes. J'amène le domaine 1, j'amène le domaine 2. Je n'apprends pas l'art, je n'apprends pas l'épistémologie. Il faut éviter ça. Il faut également éviter d'aller au bac et d'amener une seule méthode. Dire que moi, je vais faire une, quel que soit alpha, je ferai la dissertation. Ou quel que soit alpha, je ferai le commentaire. Il faut éviter ça. Il faut se préparer à toute éventualité. Autre chose également, quand vous choisissez un sujet, il faut choisir parce que vous avez compris le sujet. Il ne faut pas choisir parce que les mots du sujet sont des mots qui ressemblent à un sujet que vous avez déjà traité, mais faites preuve de prudence, preuve d'intelligence, mais également preuve de réflexion. Quand vous choisissez un sujet, il faut que vous soyez clair dans votre esprit que vous avez choisi le sujet que vous avez compris. Ça, c'est important. Également, prenez le soin de lire le sujet, de le comprendre, de faire le travail au brouillon, ainsi que le sujet a été déjà fait ici. Par exemple, vous pouvez tomber sur un sujet qui a été déjà traité ici, sur la plateforme académique. C'est pourquoi quand vous révisez les dernières révisions, alors entrez sur YouTube et révisez les cours et les séances de révision sur Akana Academy. Soyez prudent dans les affaires. Mais également, il faut éviter les fautes. Alors, il faut parler d'un français simple, sujet, verbe et complément. Éviter de dire des mots que vous ne comprenez pas. Mais également, il faut éviter les maladresses. C'est-à-dire, une phrase, n'est-ce pas, une idée, elle est corroborée de choses nulles. Alors, il faut rendre accessibles les idées. Des fois, au lieu d'argumenter, vous faites des alignements d'idées. C'est-à-dire que vous alignez une idée sans pour autant l'expliquer, vous passez à une autre idée. Il faut éviter ça. Et également, la chose la plus importante, c'est que quand vous faites le travail, évitez de faire un travail inachevé. C'est-à-dire, organisez-vous par rapport au temps. Évitez de traiter un sujet où vous avez traité l'introduction et le développement et vous n'avez pas conclu. Il faut achever le travail. Même si, par exemple, il reste 5 minutes, 10 minutes, 15 et vous n'avez pas encore terminé le développement, il faut couper le développement, faire une conclusion partielle et aller faire une conclusion générale. Pourquoi? Parce que c'est une partie prenante, une partie incontournable. Il faut terminer le travail.